Donc voilà, on a lancé le live et je vais donc laisser les intervenants s'exprimer. Donc je rappelle Franck Chanlou qui représente donc son œuvre Les Enchaînés, Lucille Bambridge qui vient de la part de la maison d'édition Au Vent des Îles et Eric qui va donc leur poser des questions pendant toute la durée de cette intervention. Donc je vous laisse la place. Yorana, bonjour et bienvenue pour cette rencontre dédiée au premier roman. L'édition d'un premier roman constitue bien évidemment un moment fondamental pour tout écrivain. Mais elle cache bien sûr un parcours qui est souvent semé d'embûches et parfois même interminable pour les candidats malheureux. Pour les heureux élus, l'acceptation de leur manuscrit ou sa présélection enclenche souvent un processus qui va durer plusieurs mois avec leurs éditeurs avant de voir leur livre exposé en librairie. Ceci étant dit, la tendance à écrire et à soumettre des manuscrits ne faiblit pas. Elle semble même gagner en vigueur si l'on en croit les maisons d'édition. Certaines en métropole, parmi les plus prestigieuses, en viennent même à essayer de maîtriser le flux de manuscrits qu'elles peuvent recevoir. Donc c'est sans doute temporaire et conjoncturel et lié aussi à ce fameux Covid. Mais en tout cas, on peut dire que l'écriture semble se porter très bien. Pour nous éclairer donc sur ce sujet passionnant, nous avons la chance d'accueillir Franck Chanlou, auteur. Bonjour Franck. Bonjour. Et Lucille Bambridge pour les éditions Au Vent des Îles. Bonjour Lucille. Leur expérience commune autour du premier roman de Franck va constituer un bel exemple et une bonne opportunité de balayer un peu les différentes étapes de ce processus qui mène à l'édition. Et donc je propose de commencer d'abord par une question assez évidente en fait, mais d'abord Franck, comment es-tu venu à l'écriture? Comment on passe à l'acte? En fait, moi je suis vraiment un fou de livres depuis tout petit. C'est ma passion, c'est même une passion dévorante. Et je m'étais toujours dit, c'est un rêve de gosse, je voulais écrire un roman ou plusieurs romans. J'ai écrit des nouvelles entre 15 et 20 ans, et puis j'ai laissé tomber pendant quasiment 30 ans. Et puis je m'y suis mis très sérieusement il y a 2 ans, en finissant déjà un premier roman que j'ai envoyé Au Vent des Îles, et sur lequel on avait pu échanger à ce moment-là avec Lucille. Et puis le deuxième envoi, ça a été celui des Enchaînés. D'accord, oui. Mais avant d'envoyer aux maisons d'édition, est-ce que tu avais procédé d'abord par un circuit plus amical, plus confraternel, ou est-ce que tu avais choisi directement de t'adresser à une maison d'édition, à plusieurs? À plusieurs, en fait. J'avais fait, je crois, 5 ou 6 maisons d'édition qui me semblaient correspondre un petit peu à ce que j'avais écrit. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'espérais vraiment avoir un retour positif du Vent des Îles, parce que comme je suis en Nouvelle-Calédonie, enfin pour plein de raisons, j'avais pour objectif vraiment d'essayer d'être accepté par le Vent des Îles. C'était un souhait, oui. Et donc toi, Lucille, quand tu reçois donc ce premier manuscrit qui n'est pas celui des Enchaînés, si je comprends bien, oui. Quel retour tu fais? Qu'est-ce que tu perçois chez Franck qui fait qu'il reviendra après avec un nouveau manuscrit? Alors il y avait déjà eu donc un premier texte. Alors c'est rigolo, quand on en discutait, Franck ne se rappelait pas forcément ni même du titre. Donc on a fait un peu de recherche dans les historiques de mails. Et donc c'était un premier texte. On peut taire le titre, puisque peut-être que demain, après-demain, on peut le donner aussi, c'est pas grave. on peut. Ok. Bon, en même temps, les titres changent souvent. Ok. Donc de l'autre côté du monde, et ça c'était en avril 2019. Et donc effectivement, au bout de quelques semaines, parce que bon, il y a toujours un petit délai entre le moment où on reçoit, un délai plus ou moins long d'ailleurs, entre le moment où on reçoit les textes et le moment où on peut finalement effectivement les lire et donc faire un retour attendu à l'auteur. Et donc il y avait des choses moi qui m'avaient interpellée à plein de niveaux, dans le style, dans la forme narrative, dans le travail des protagonistes, qui m'avaient vraiment interpellée sur ce premier projet que nous a envoyé Franck, et qui m'a amené justement à chercher à l'inciter au moins à continuer d'écrire, malgré un premier refus négatif, mais aussi à ne pas hésiter surtout à nous soumettre d'autres projets. J'avais
compris à peu près que il se pouvait qu'il y en ait déjà d'autres dans ces tiroirs ou dans ces archives. Donc c'était aussi une invitation justement à ne pas s'arrêter à ce premier envoi qui se solde par un échange, mais qui était ponctué dans toutefois. Et alors j'ai retrouvé en fait ce qu'on a pu s'échanger. Et là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, certains auteurs en devenir ou auteurs qui nous envoient des tapuscrits joignent ce qu'on appelle une note d'intention avec leur texte qui vient préciser un petit peu soit le contenu, le résumé du texte, soit parfois leur parcours personnel, pourquoi ils en sont amenés à proposer ce texte aujourd'hui. Et donc, dans cette note, Franck, je cite, disait « Ce premier roman est imparfait et manque de profondeur ». Donc, au fond, il était peut-être conscient qu'il soumettait quelque chose, mais peut mieux faire. Et donc, c'est interpellant, ça, quand on commence, en fait, avant de lire le texte par ce genre de remarques, on se dit, bon, est-ce que c'est de la fausse modestie? Est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui est conscient que derrière, il peut aussi y avoir du travail? Donc, et on attaque le texte avec une certaine forme de curiosité. Donc, c'est pour ça que derrière, il était clair qu'il fallait évidemment arriver à lui faire comprendre qu'il y avait une forme de talent déjà décelé à partir de ce premier texte et qu'en fait, on aimerait bien qu'il y ait une suite. Donc toi, Franck, face à ce refus encourageant, j'ai envie de le qualifier d'encourageant, oui, tout à fait, tu acceptes l'idée de te soumettre plutôt à un autre tapuscrit plutôt que de retravailler celui-ci. Oui, tout à fait. Pas forcément peut-être à... Parce que je crois que j'avais déjà l'idée des enchaînés en tête, parce que peut-être que j'ai pris conscience que c'était peut-être pour un premier roman un petit peu ambitieux, ce que j'avais fait en premier, j'avais un petit peu de mal à cerner. Et puis je m'adressais à des professionnels. À partir de ce moment-là, j'accepte la critique, j'ai aucun souci avec ça. Surtout que je me sens vraiment dans la peau d'un jeune auteur, donc j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Donc pas démobilisé et plutôt au contraire. Non, parce que au contraire, c'était plutôt encourageant. C'était plutôt encourageant parce que c'était pas une réponse. Comment dire. Définitive, je l'ai vraiment pris comme un encouragement, comme tu l'as expliqué en fait. Je l'ai vraiment pris comme ça. Ouais. Au contraire, ça m'a boosté, je pense. Très bien. Donc tu décides d'envoyer cette fois-ci le manuscrit donc des Enchaînés, donc roman qui est paru cette année chez Au Vent des Îles. Donc un roman, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le lire, trépidant, une fiction historique dans laquelle on suit un jeune adolescent qui se voit déporté au bagne en Nouvelle-Calédonie, où il va croiser notamment le chemin des communards. Alors on va peut-être pouvoir bénéficier d'écouter un extrait qui était prévu pour l'extrait. Qui fait partie du podcast qui a été lancé justement dans le cadre Encre de ce salon. bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour 1 minute, pour 1 heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Taoua de Simone Grand, publié aux éditions Au Vent des Îles, lu par... L'extrait, c'est Les Enchaînés, pas Tahoua. Tahoua, c'était tout à l'heure. Tu avais aussi envoyé. Encre bleue, l'Océanie entre les lignes. Le podcast des aux éditions Au Vent des Îles, lu par Lucille Bambridge. Tout ce bordel a créé une drôle d'ambiance au camp. Les quelques gardes restants agrippent leurs armes avec plus de force. Ils ne s'approchent plus des condamnés et les regards sont inquiets. On sent une grande nervosité. L'absence de Garrigue, qu'on n'a pas vu depuis la veille, n'arrange rien. Comme ça sent la merde, on a décidé de s'éloigner avec Gia. On est monté dans les collines pour observer le camp d'en face et pour fuir un instant les cris,
et les insultes des correcteurs. De là-haut, on entend encore ces porcs, mais leurs voix mêlées aux alizés sont bien moins effrayantes. Et puis on regarde l'horizon. Les gerbes blanches qui s'élèvent au-dessus de la barrière de corail sont un spectacle dont je ne me lasse jamais. On dit qu'ils en ramènent, que des gardiens ont été blessés, et qu'il y a une grande mêlée où les communards ont perdu la vie. C'est l'effervescence au camp, et pas un instant ne passe sans qu'une information ne vienne infirmer la précédente. J a dit qu'on ne doit croire que ce qu'on voit. Alors moi je fais comme lui, et j'attends. Victor, comment tu peux croire cet abruti de Rinaldi ? Ben, je crois pas, j'écoute juste. Ne crois que ce que tu vois, Victor. Ce camp est un nid de vipères, à la langue bien pendue. Ils font tous comme s'ils savaient des choses, mais ils savent rien. Alors patiente et ferme tes escourdes. Quand il parle comme ça, j'ai envie de le gifler. Mais c'est le seul ami qui me reste ici. Alors je n'en fais rien, et j'écoute. Les premiers sont revenus alors que le soleil venait de se coucher. On s'est approché pour voir leurs mines défaites et leurs uniformes pleins de poussière. Ils traînaient des pieds, et ça nous a fait bien plaisir à nous autres. Certains avaient les yeux rouges et du sang au visage. Avec Gia, on s'est planqué derrière une murette de pierre pour attendre le reste du convoi, qui s'est pointé bien plus tard. C'est le bruit d'une charrette qu'on a entendu d'abord, puis celui des chaînes. Une carriole où des blessés sont allongés sur la plateforme. Derrière, une dizaine d'hommes, aux mains liées par de lourds cordages, et des gardes pour les escorter. Encore derrière, les Kanaks, avec des perches comme la fois où ils ont ramené les échappés. 2 hommes sont suspendus, et il ne me faut pas longtemps pour reconnaître Léopold, pendu comme un gibier. Je retiens le vomi qui monte dans ma gorge, et Gia me questionne en chuchotant. « Tu le connais ?»« Oui, c'est Léo, un communard que j'ai connu à Toulon. Ils l'ont dérouillé, les salopards. Regarde la traînée de sang derrière lui. » Bien sûr, je ne regarde pas, et me concentre sur le jeune Kanak qui ferme la marche, l'air sombre. Ils les ont pas ratés. J'espère que les politiques ont pu en abîmer 1 ou 2 quand même, avant de se faire agripper. Je ne réponds pas, les yeux rivés sur ce corps brinque-ballant qui s'enfonce dans la nuit. Un instant plus tard, une fois que le camp est silencieux et qu'on n'entend plus que le fracas des vagues sur les rochers, nous décidons de retourner dans les cases. Allongé, je me repasse l'image du corps de Léo suspendu comme une bête. Je pense à ses jolies paroles, à sa grande intelligence, à la noblesse de ses gestes, et l'injustice me tord alors les boyaux. Je voudrais tous les voir morts, les Garrigues, les Villers, les Lapierre. Je voudrais voir leurs têtes fichées en haut d'une pique, voir leurs entrailles répandues sur la terre, sentir la puanteur de leur chair rôtie au soleil. Alors je me tourne, me retourne, à la recherche d'un sommeil qui ne vient pas. Près de moi, un homme ronfle, et je n'entends plus que lui. Lui aussi je voudrais le voir mort, étouffé dans ses glaires, et je suis partagée entre le plaisir de voir de nouveau Léo et la douleur qu'il soit peut-être déjà perdu. Je souffre de l'espoir qui m'est donné, et finis par trouver le sommeil, alors que le soleil pointe sur les récifs de Nouvelle-Calédonie. Ma nuit est courte et ponctuée de cauchemars dégoûtants. Ma première pensée va vers lui, au réveil. Son visage m'apparaît dès que j'ouvre les yeux. Il faut que je le voie, qu'il soit en vie. Il a besoin de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez Donc voilà un extrait des Enchaînés de Franck Chanloup. Donc voilà, ça c'est le second manuscrit, Lucille, que tu reçois de Franck. Et là, ton avis est encore un peu plus favorable qu'au premier. Et tu choisis donc de répondre favorablement pour essayer de développer la relation avec Franck sur le livre et d'essayer de travailler ensemble sur ce manuscrit. Oui, alors directement, quelques mois plus tard, en fait, ça a été assez vite, 4-5 mois après avoir reçu son premier tapuscrit, il nous envoie donc Les Enchaînés, qui ne s'appelaient pas Les Enchaînés à l'époque, et d'ailleurs qui n'avaient pas de titre en fait. Ouais, ce que j'allais dire, il n'y avait pas de titre. On peut envoyer On l'a choisi à la fin, ouais. Il n'y avait pas de titre. Il y a eu un premier titre, Là-bas,
Et puis, au fur et à mesure du travail sur le texte, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard même, Les Enchaînés s'est présenté, mais ça, je pense que tu seras plus à même de pouvoir en parler. Mais oui, ce qui a été intéressant et à travers la lecture de ce petit passage, c'est qu'on a une sorte de condensé de tout ce qui fait le sel de ce roman, à savoir une ambiance, des protagonistes qui ont aussi des caractères et des parcours de vie forts, un lexique particulier, ça a été l'objet d'ailleurs d'un gros travail, et puis cet ancrage historique d'une certaine manière, même si la fiction a pris le dessus, il y a évidemment toute la réalité relative au bagne, et je les mettrai au pluriel puisque c'est une sordide affaire en fait qui commence en France métropolitaine, qui incrimine à tort le protagoniste principal et qui se voit condamné à devoir exécuter une peine de 9 ans au bagne à la Nouvelle. Donc on va suivre son périple et toute la somme des périples cumulés entre sa première arrestation et son arrivée au bagne à Nouméa, et c'est ça qui est incroyable aussi dans ce texte. Donc là tu reviens vers Franck pour lui dire on peut travailler ensemble, il n'y a pas de promesse d'édition, mais il y a une proposition de tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, et c'est important peut-être pour les personnes qui s'interrogent aussi à l'heure de ce qui se passe une fois qu'on a un retour positif, c'est pas encore gagné tout à fait, puisque derrière il y a eu plusieurs échanges, plusieurs allers-retours avec Franck, puis par après on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus d'autres interlocuteurs aussi qui ont été amenés à travailler sur le texte, et en fin de compte il y a eu au moins 5 versions, 5 refontes qui ont été produites par Franck suite à nos différents retours, aux différentes interventions de nos collaborateurs. Voilà. Dont moi en premier lieu, mais pas que. Et donc toi, Franck, tu accueilles cette nouvelle et ce travail qui s'annonce devant toi avec enthousiasme ou complètement, crainte, oui, tout à fait. Enthousiasme. De toute façon, on allait dans le sens de la bonification du texte. Donc moi j'étais ravi, et puis je suis avide de conseils. Ça m'a posé aucun problème. D'ailleurs, on en parlait hier, et moi j'ai pas du tout le sentiment que c'était un travail pénible ou long, ou j'ai pris dans mon souvenir, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, parce que j'avais l'impression que je finalisais le texte et qu'on me donnait des conseils, de bons conseils. Donc je suis toujours preneur dans ces cas-là, il n'y a aucun problème avec ça. Oui. En fait, ça a été très agréable de travailler avec Franck, parce que justement, dans l'échange et dès le départ, il y avait une ligne ouverte de conversation. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire les choses telles qu'on les percevait, sans être rentrer forcément dans la subjectivité, mais un petit peu quand même, parce qu'à un moment donné, il y a un rapport humain qui se met en place, et d'ailleurs assez vite, m'a-t-il semblé, entre nous. Et c'est aussi sur cette base-là, ce terreau fertile, qu'on a pu ensuite déjà se comprendre, s'entendre, et puis et c'est là où Franck, je pense, a fait preuve de beaucoup d'assiduité, de ténacité, et puis d'humilité, il l'a dit, mais aussi de travail, parce que ça a été dense, mine de rien, ce travail de refonte. Alors peut-être que un peu chaque jour, ça passait mieux. Oui, tout à fait. J'en garde un très bon souvenir. Mais il y a quand même eu beaucoup de choses. Et par exemple, des points sur lesquels il a été, nous a-t-il semblé bienvenu de pouvoir travailler, parce que ça fait aussi partie des questions qu'on nous pose souvent, sur quoi on travaille du coup quand on travaille un texte. Ben, dans son cas, il s'agissait notamment de revoir des questions de registre lexical, il y a beaucoup de termes en argot, il y en avait énormément dans la première version. Moi je me revois lire ces textes, sur les 2-3 premières versions, j'avais 5, 6, 7, 8 dictionnaires. Alors évidemment, un dictionnaire normal, un dictionnaire des synonymes, mais ensuite un dictionnaire des mots rares et précieux, un dictionnaire de vieux français, parce que même moi, dans ma première lecture, il y avait des termes que j'arrivais même pas à comprendre, ni même à trouver de définition aujourd'hui, avec des mots plus contemporains. Et ça aussi fait l'objet, je pense, d'un gros travail
de la part de Franck au préalable, c'est-à-dire dans son travail de documentation, dans son travail d'écriture et dans sa volonté de garder cette authenticité-là relative à une époque aussi. Et puis je trouve que c'est là que vraiment le travail d'édition est super important. C'est que moi, j'avais aucunement conscience de ça. J'avais pas conscience que trop de mots d'argot finissaient par plomber un petit peu la lecture. Et tout le travail après a été de disséminer un petit peu ça pour que ce soit fluide à la lecture, en fait. Parce que moi, je suis très influencé par des auteurs comme Boudard, des gens comme ça. Donc, j'ai l'habitude de tous ces mots. C'est pas quelque chose qui me paraissait ardu. Et c'est vrai que quand je l'ai fait lire, j'ai eu souvent cette réflexion. C'est qu'il y en avait trop et qu'il fallait un peu élaguer à ce niveau-là. Ouais. Donc ça t'a permis de prendre de la hauteur par rapport à... Bien sûr, mais tous les conseils en général m'ont vraiment permis d'essayer de m'améliorer en tout cas. Oui. Là aussi où c'est pas forcément une démarche du point de vue de l'éditeur qui est intrusive ou trop subjective, moi ce travail sur le lexique, c'était un peu à contre-cœur parce que je suis personnellement friande j'aime la recherche stylistique, le fait de trouver des mots que je découvre dans un texte. Si en plus je peux les retenir, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'était quelque chose de très plaisant. Ensuite, là où on revient dans la réalité éditoriale, c'est-à-dire qu'il faut justement rendre le texte digeste sans le dénaturer à ce niveau-là. Donc effectivement, qu'il s'agissait de jouer sur le nombre de récurrences, parfois trouver des synonymes, peut-être plus communs à l'heure aujourd'hui. Mais sans dénaturer le propos. Oui, parce que dans la version, en tout cas qu'on a la chance de lire, on perçoit encore cet argot, il est présent. Bien sûr. C'est vrai que on ne voit pas le travail derrière, mais voilà. Pour le lecteur aujourd'hui, je pense que ça paraît assez naturel. Tout l'équilibre était là, c'est-à-dire garder l'essence du texte et tout en élaguant un petit peu. Et ça, c'est tout le talent de Lucille d'avoir réussi à m'aider là-dedans. Ouais. Il y a eu aussi quand même une grosse question qui s'est posée très tôt, c'était celle de la chute de ce texte. De la fin, tu veux dire ? Ouais, la fin. Ouais. Tout à fait. Une vraie réflexion, et là, évidemment, on était plusieurs à réfléchir parce que nous, la fin nous paraît... En fait, dans ma préconisation, du reste, on se disait il serait peut-être intéressant de terminer un chapitre plus tôt. Oui, donc je ne sais pas si on peut le spoil, mais effectivement, c'est la fin qui a été retenue là, après moult allers-retours, moult possibilités. À un moment, on s'est retrouvé avec pas moins de 3 versions de la fin différentes, qui allaient dans des directions et géographiques et temporelles aussi différentes. Donc il a fallu pourtant trancher. Et ça, c'était pas à nous que revenait le choix. C'était évidemment tout à fait. J'ai tranché sur la fin, sachant, sans trop spoiler, que ça ouvrait aussi la porte à plein de choses derrière. Donc ça me paraissait assez logique. Et puis peut-être que la fin que j'avais rédigée, la première, était un petit peu noire. Donc c'était pas la différence de tout le reste. donc oui, ça m'a posé aucun problème. J'ai trouvé que c'était même mieux que mon idée première, oui. Et en revanche, au niveau des retours de lecteurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment les deux sentiments. On reste sur notre fin, et y aura-t-il une suite ? Ou bien, au contraire, c'est vraiment génial d'avoir justement laissé cette porte ouverte. Et moi, lecteur, ça me va très bien de ne pas savoir ou de m'imaginer ce qui me plaît, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai eu les deux, tout à fait. Donc ce processus, en tout cas, de retravail du texte, donc il a duré plusieurs mois, presque une année ? Un peu plus même, parce qu'en gros, on accepte son texte un 11 septembre 2019. Super. Et il est publié en mars 2021. D'accord. Donc, quinzaine de mois. Il y a eu un processus. Alors, sur l'editing, précisément, on a quand même pris presque un an. D'accord. Dans mon souvenir, c'est beaucoup plus court. Mais beaucoup plus court, quand même. Ouais, c'est peut-être intéressant quand même. Là, c'est vrai qu'on a le sentiment d'un travail qui s'est passé dans l'harmonie, en tout cas, qui progressait bien. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu
moments de crispation ou de freinage à un moment parce que les demandes d'évolution ou la possibilité de trouver des réponses aux stimulations qui pouvaient être faites n'étaient pas là. Mais en revanche, j'imagine qu'avec certains auteurs ou même avec les auteurs avec qui ça se passe bien, il y a une approche différente du temps et du calendrier. Pour un éditeur, pour un auteur, j'imagine que le travail s'arrête plutôt dans l'imaginaire de l'auteur. Ça dépend. Il faut bien séparer le travail, le temps d'écriture pour l'auteur, c'est-à-dire tout le temps qu'il va dédier avant de poser son point final et éventuellement de décider de soumettre son texte. Ça peut être un temps là plus ou moins long ou court. Franck en parlait lors d'une précédente conférence. La documentation a pris quelques mois, l'écriture a pris 3-4 mois. Donc, oui, en fin de compte, dans son cas, pour ce texte, ça a été relativement rapide. Il y a des textes, par exemple, prenons Tita Wapeu qui intervenait juste avant. Pina, c'est presque 10 ans d'écriture. Ça, nous, c'est du temps qui est propre à l'auteur. Je pensais plus au temps une fois que quelque part on a accepté de travailler ensemble, qu'on a un programme quelque part de révision du texte. Après, j'imagine aussi que pour un éditeur, il y a son propre calendrier par rapport à comment faire arriver sur le marché son livre et qui peut là suspendre l'auteur qui doit commencer à être impatient de voir si son travail a payé et comment il va être accueilli. Je ne sais pas, entre le temps où vous avez vraiment posé le stylo, toi Franck, et puis où vous aussi, côté au Vendée-Îles, vous avez pris votre petit... c'est pour ça que j'insiste sur le long processus d'écriture, le plus ou moins long processus d'écriture, et puis le temps ensuite qu'on prend nous déjà à pouvoir lire les textes, parce qu'évidemment qu'on en reçoit un certain nombre, et puis il y a aussi des phases dans l'année où on va en recevoir plus sans raison particulière. Donc il faut pouvoir lire tous ces textes avant de faire un retour. On sait que c'est une période souvent douloureuse pour l'auteur qui se pose la question de savoir est-ce que le texte déjà il est vraiment en train d'être lu, est-ce que qu'est-ce qu'on va me dire, est-ce qu'on part perdant, est-ce qu'on a de l'espoir, est-ce que du coup c'est un espoir vain, est-ce que dans le cas de Franck c'est peut-être un espoir heureux au final, mais se voir plus. Mais douloureuse pour l'auteur qui se pose la question de savoir est-ce que le texte déjà il est vraiment en train d'être lu, est-ce que qu'est-ce qu'on va me dire, est-ce qu'on part perdant, est-ce qu'on a de l'espoir, est-ce que du coup c'est un espoir vain, est-ce que dans le cas de Franck c'est peut-être un espoir heureux au final, mais se voir plus. Mais douloureuse pour l'auteur qui se pose la question de savoir est-ce que le texte déjà il est vraiment... On est revenu au final. Je sais pas. Vous nous entendez bien? Ouais, ok. Donc désolé, on est de retour. Alors, mais oui, pour en revenir au temps après, c'est-à-dire une fois qu'on a donc confirmé le texte, commencé tous ces ajustements, on n'a pas encore signé de contrat en fait. Le moment décisif, c'est lorsqu'on tombe d'accord sur une version définitive, et là au moins de la 5e, celle qui arrive à peu près au meilleur équilibre par rapport aux attentes de l'auteur et par rapport aux nôtres, puisqu'effectivement, on a des attentes éditoriales par rapport à des réalités de marché, mais aussi des contraintes de timing, comme tu le disais, puisque un livre, d'abord, une fois que le texte est arrêté, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Entre le tapuscrit, la version rédigée et le texte physique imprimé, il y a évidemment encore beaucoup de travail. Et entre-temps, il faut bien signer le contrat à un moment donné. Donc, c'est ça qui va vraiment déclencher, on va dire, après avoir passé cette première étape dite d'editing, qui va déclencher le processus de fabrication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est donc tombé d'accord sur la bonne version, il y a encore du travail. Le texte part en préparation de copie, donc ça c'est une collaboratrice spécialisée qui va vraiment évaluer le texte, corriger en fait tout le texte. Il y a toujours un retour avec l'auteur, parce que chaque modification doit être évidemment validée par l'auteur et peut faire l'objet de débats d'ailleurs. Franck a été relativement docile dans ce travail-là. Le bon élève. D'où aussi le plaisir. mais on peut contester, un auteur a tout à fait le droit, et justement c'est même parfois intéressant de pouvoir débattre sur des points de désaccord sur le fond et sur la forme. Et ensuite, il y a une dernière relecture, et lorsque tout le monde est OK, le texte peut partir en maquette, et la maquette, une fois que celle-ci est finie,
relus encore une fois, part à l'impression. Suite à l'impression, il y a encore des délais de fret de transport, d'acheminement des livres, etc., etc. En tout et pour tout, il faut compter au minimum une bonne année. En moyenne, 1 an et demi. Voilà. Donc, au final, le projet avec Franck sur Les Enchaînés, on va dire, pour peu qu'il soit goupillé en 1 an et 8 mois, c'était à peu près à l'image de ce qu'on fait habituellement. Voilà. Et on fait quoi quand on attend que son livre sort ? On est content. Par contre, ça paraît extrêmement long parce que c'est vrai que le temps de... Enfin, la patience, tu l'as remarqué, c'est pas ma première qualité. Donc, et pourtant. Donc, oui. Mais voilà, on trouve un peu le temps long, mais en même temps, c'est une telle satisfaction que sincèrement... voilà, on attend et ça pose aucun problème. Puis il y a ce que disait Lucille, il y a plusieurs étapes auxquelles on participe, de voir la couverture, de voir le 4e de couverture, etc. Ce qui fait que ça permet de patienter en fait. Et tu écrivais aussi autre chose? Oui, bien sûr. Continuer d'écrire? Oui, j'ai jamais arrêté. Parce que juste avant d'enchaîner sur justement la poursuite de l'écriture, c'est vrai qu'il y a entre le moment où le livre part à l'impression et où on le recevra quelques mois plus tard physique, imprimé, il y a toute cette période où on va vraiment préparer le lancement d'un point de vue de la communication, comment on va l'annoncer auprès des médias, sachant qu'on a des attachés de presse en France, on en a une également sur le territoire en Nouvelle-Calédonie, donc on ne travaille pas de la même manière avec les médias d'un territoire et d'un autre, donc il y avait aussi toute cette phase de préparation, d'accompagnement, de lancement, en tout cas à Nouméa, puisque Franck était sur place, à la différence de la métropole ou du fait de la crise sanitaire, il n'y a pas eu vraiment de lancement. En fait, c'est un lancement qui s'est fait via le réseau des libraires et autres revendeurs et beaucoup en ligne, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu quasiment 3 lancements distincts, en fait, avec la Calédonie, la France et puis Tahiti quelques semaines après, si je me souviens bien. Ouais, maintenant. Non, il est sorti ici, mais vraiment, on t'attendait pour en parler. Voilà, tout à fait. D'accord. Et cette partie promotion et aller défendre son livre, j'imagine que c'est encore un autre job. Voilà. C'est complètement autre chose. Je commence à m'y faire. J'avoue que les premières fois, j'ai eu beaucoup de mal sur Nouméa. Mais bon, petit à petit, on s'y fait et puis on arrive même à y trouver du plaisir, donc c'est bien. C'est bien. Mais ça a été compliqué au début, répondre aux radios, j'avais eu des interviews, je me souviens, c'était la nuit en Calédonie, enfin c'était un peu particulier, j'avais pas du tout l'habitude de cette mise en avant un petit peu qui me gênait énormément, et puis petit à petit je m'y fais. Très bien. Au final, comme il a quand même eu un certain nombre d'éloges, ça va mieux. Oui, ça donne un peu de confiance en fait. Parce que c'est la deuxième lame des avis là. Où il y a l'éditeur et puis ensuite il y a le public. Oui, puis j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que l'accueil en France a vraiment été bien, il me semble. Il a été vraiment super bien accueilli, donc oui, ça donne un peu de confiance, ça donne un peu de légitimité, quoi. Mais même pour nous, en tant qu'éditeur, c'est vrai que ça a été un roman, pour pas dire le roman jusqu'à présent, qui a, en tout cas sur ce public-là, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers la toile plus largement, d'avoir pu toucher aussi un monde d'influenceurs, pour pas les citer, des blogueurs et autres lecteurs qui ne sont pas des journalistes à la base. Alors ça, c'est aussi quelque chose, on va dire, de tendanciel à l'heure du développement et des déploiements des médias aujourd'hui et de la facilité de l'accès où tout le monde peut donner son avis, en fait. Et donc là, il y a eu vraiment une implication très forte qu'on n'avait jamais palpée, nous, au niveau de la communauté de lecteurs, qui est une sphère vraiment à part dans la bulle des influenceurs, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur des plateformes plus spécifiques aux livres. Alors il y a évidemment Babelio qui est un peu l'équivalent de Facebook version livre uniquement. On ne parle que de livres, on ne critique que des livres en bien ou en moins bien. Mais voilà, il y a eu un flux vraiment conséquent sur des retours et en plus, en vrai, tous encourageants et tous séduits par quelque chose, que ce soit le style, que ce soit les protagonistes, que ce soit l'histoire en elle-même ou que ce soit la découverte du fait historique à travers
la prise de conscience qu'il n'y a pas eu qu'un bagne à Cayenne, il y en avait aussi un à Nouméa, enfin en Nouvelle-Calédonie. Ouais. On a un souci micro. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que la plupart des retours métropolitains, je me suis très vite rendu compte que les gens ne savaient pas du tout qu'il y avait un bagne en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une découverte. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Les gens connaissaient tous le bagne de Cayenne, mais pas du tout celui de Nouméa. Très bien. Donc, j'ai envie maintenant peut-être de parler de la suite, parce qu'on parle de premier roman, mais quelque part, premier, on se dit, voilà, il y a sans doute une suite à ça. Enfin, que ça soit dans les yeux de ton éditeur qui se dit, voilà, j'ai un primo-romancier, parce que j'espère que voilà, il va lui-même s'épanouir et continuer à écrire. Toi, moi, évidemment, c'est mon souhait le plus ardent. Hein. J'ai vraiment envie d'écrire et d'en faire... et de surtout pas m'arrêter à un seul roman. Après, c'est du travail. J'ai l'impression que c'est pratiquement aujourd'hui que je prends conscience de la difficulté d'écrire un roman. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais tu m'as dit que c'était normal pour un second roman. Donc, je suis un peu là-dedans. Ça ne m'empêche pas d'écrire, mais je trouve ça plus compliqué. Je suis beaucoup plus critique. Quand j'ai écrit Les Enchaînés, je pensais sincèrement que personne n'allait le lire, donc j'avais aucune pression, c'était pas un souci. Aujourd'hui, je me rends compte que ça peut être lu et les gens peuvent donner un avis, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je continue à écrire beaucoup, et j'espère arriver à quelque chose du mieux possible, quoi. Et que ce soit un second roman qui est ou pas à voir avec le premier, ou est-ce que tu veux continuer à exploiter? On a parlé tout à l'heure d'une fin assez ouverte finalement, tout à fait, qui peut laisser présager d'une suite ou pas. Dans ma tête, la suite est quasiment écrite, j'ai le squelette, mais j'ai vraiment la volonté de faire quelque chose avant. J'ai un autre projet. J'aimerais bien intercaler la suite des Enchaînés, intercaler un autre roman entre Les Enchaînés et sa suite. J'aimerais beaucoup. Suspense. Je travaille. Oui, non, parce qu'en fait, il nous en a déjà envoyé 2 de plus, entre-temps. Donc, on a déjà eu matière à réfléchir sur une suite, alors soit des Enchaînés, on l'espère, comme tous les lecteurs, mais aussi sur d'autres possibilités. Parce que, et ça j'ai peut-être pas assez insisté, lorsqu'on reçoit le premier tapuscrit par rapport au second, Les Enchaînés, il y a vraiment une claire différence dans le style, tout simplement, et dans le contexte, l'ancrage historique. On n'est pas du tout à la même période. Ce sont vraiment 2 textes qui n'ont rien à voir. Et ce qui est intéressant avec Frantz, c'est d'avoir pu aussi identifier qu'il peut être tout à fait prolifique, ça c'est une certitude, mais qui peut être aussi très intéressant dans des registres différents. Toujours avec la fiction en toile de fond, mais il peut aussi bien écrire de la fiction historique que une fiction contemporaine, sociétale ou pas d'ailleurs. Néanmoins, il y a cet ancrage en Calédonie. Ça reste jusqu'après. Enfin, quoique. Pas tout à fait. Quoique. Pas tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que j'habite en Calédonie depuis 20 ans et mes idées viennent de là-bas et il n'y a pas tant que ça de littérature calédonienne qui décrive le quotidien, alors que ce soit du bagne ou aujourd'hui. Donc je trouve vraiment qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Exploiter. Ouais. Que ce soit du contemporain ou de la fiction historique. Oui, tout à fait. Même peut-être l'aspect polar. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça sur la Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi pas faire ce qu'a fait Patrice Guirao sur Tahiti dans un contexte calédonien. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Très bien.
En plus, j'imagine que quand on veut embrasser autant finalement potentiellement de styles, on te sent très ouvert quelque part sur. Il y a la passion d'écrire et quelque part il y a pas de, tu veux pas t'enfermer dans un style, si je comprends bien, ou un type d'ouvrage. Donc j'imagine derrière il y a beaucoup de travail quand même. Aussi de documentaires. Après, il y a beaucoup de travail à partir du moment où c'est historique, beaucoup moins quand c'est contemporain. C'est pas du tout la même démarche en fait. Les romans que j'ai faits qui se passaient en 1900 dans ces années-là me demandent beaucoup de travail en amont. Alors que ce qui est contemporain, je rentre directement dans l'histoire, quoi. C'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, ça se ressent clairement dans la teneur des textes, parce que je dirais que de ce que j'ai lu, et en fait oui, non, il y avait vraiment Les Enchaînés, c'est peut-être celui le plus loin dans le temps. Le premier Tapuscrit, l'autre côté du monde, c'était très contemporain, et le troisième, Elana, on était plus milieu du siècle. Ouais, ça naviguait entre plusieurs époques. Et aussi cette habilité à justement construire des sagas où on passe d'une période sur plusieurs générations à une autre. Il y a cette habilité, il y a cette curiosité dans l'écriture de la part de Franck, mais je pense aussi que c'est parce que c'est un grand lecteur et que tu dois t'intéresser aussi forcément à différents sujets dans tes lectures qui ont aiguisé un petit peu ta plume. Bien sûr, et puis comme dans ce que j'écris, avec plus ou moins de bonheur, j'ai pas de style de prédilection, je lis vraiment de tout. Je peux passer des classiques aux contemporains, etc. Donc je pense que fatalement, ça doit un petit peu influencer ce que j'écris derrière. Très bien. Je ne sais pas si on veut continuer sur d'autres manières de continuer aussi l'aventure des Enchaînés. Il y avait aussi... peut-être des idées dans ta tête d'adaptation, j'ai cru, on en parlait, c'est pas un sujet qui t'intéresse, en tout cas d'être capable même de sortir de l'écrit, j'ai l'impression que... Oui, parce qu'en fait, on en a déjà parlé, je crois, je suis pas très patient, et le roman prend du temps, et c'est vrai que l'écriture de scénario, je m'y intéresse de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui me semble est plus rapide, parce qu'on s'attarde moins sur le style, on est plus factuel, et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais. C'est un style d'exercice qui te... J'ai l'impression que j'irai plus vite à l'essentiel, et voilà, ça peut être quelque chose qui, dans le futur, qui m'intéresserait. Ouais. En même temps, c'est quelque chose qui se pressent déjà, puisque dans le style... Tu as une plume qui est quand même assez cinématographique aussi, des textes que j'ai lus. C'est vrai qu'on se projette tout de suite dans des panoramas, dans des endroits, et puis aussi parce que c'est une écriture très portée sur le détail. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on se projette très clairement sans avoir forcément idée de à quoi ressemble une cale de bateau. Tu vois, par cette élégance du style, par le détail des mots. Et du coup, on voit la scène, on se l'imagine, évidemment. Chacun aura une représentation différente, mais c'est là où c'est très intéressant et où, du coup, on se sent aussi transporté encore plus intensément. Donc, oui, peut-être que ce sera un débouché, mais c'est un autre travail. J'aimerais beaucoup. Non, mais j'ai cru t'avoir vu à un atelier, moi, adaptation. Oui, exactement. J'ai fait usage des Tout images. À fait. Ouais, exactement. Donc je ne sais pas si on passe peut-être à des questions, s'il y en a, ou si on en vient à la conclusion. Je ne sais pas où est notre maître de cérémonie. Peut-être occupé. Je crois qu'on est laissé l'apéro. Oui, s'il y a des questions, vas-y. Alors, je ne sais pas, on peut déjà juste regarder. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Franck ou à Lucille autour du thème du premier roman, ou est-ce qu'on passe aux conclusions de chacun? Je suis là pour passer le micro, si c'est... Ah, c'est monsieur. Je me faufile sans toucher les caméras. Bonjour Franck. Bonjour. En fait, c'est tout simple. Quel est ton métier en fait mais moi, j'ai fait ma carrière dans l'immobilier, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais j'ai toujours gardé en tête depuis tout petit. J'ai toujours eu vraiment ce rêve en tête
Donc depuis quelque temps, j'ai un petit peu levé le pied au niveau professionnel de ce que je faisais pour essayer d'y passer le plus de temps possible. Ça fait partie des questions que les gens se posent beaucoup concernant ce que font les auteurs dans la vraie vie. Mais en tout cas, pour Franck, moi j'en avais une assez vite. C'est que je t'avais demandé, est-ce que en fait, Chanlou, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo Non, c'est mon vrai nom. D'autres questions? Ou on laisse nos invités conclure? Non? Tac. Bon, bah, vous pouvez conclure, du coup. Tu as encore une question, peut-être? Madame ou mademoiselle, les auteurs que tu rencontres, en général, ils sont quoi? Ils sont agents immobiliers? Ils ont d'autres métiers? Un panel, c'est quoi Cherche un lien Alors, le seul point commun de ce que je côtoie, c'est qu'aucun n'a envie de l'écriture. C'est-à-dire que tous ont une profession. Et là, les professions sont tout aussi diverses que variées dans le public, dans le privé, des retraités, des jeunes actifs, pas forcément des gens issus du milieu littéraire. Il y a vraiment de tout, très clairement. Mais un autre point commun, c'est que tous sont quand même lecteurs à la base. En tout cas, ceux qu'on est amené à publier. Il y a déjà un intérêt envers le livre. Mais voilà, tous sont des professions et donc très clairement, si c'est la question subsidiaire, à ce jour, on ne vit pas de la plume en France. Pour donner un ordre de grandeur, 5% des auteurs déclarés vivent de leur métier et non pas de leurs droits d'auteur, c'est-à-dire ce qu'ils gagnent de la vente de leurs livres, mais parce qu'en parallèle, ils vont participer à des salons du livre, ils vont être invités dans des festivals, ils vont animer des ateliers dans des établissements scolaires, dans des bibliothèques, dans des médiathèques. Parce qu'en France métropolitaine, je fais la distinction puisqu'ici ce n'est pas le cas, ce sont des interventions qui sont normées, qui sont tarifées, qui sont encadrées. Ici, il y a encore un gros combat que l'on mène, que l'on porte, que ce soit à travers la maison d'édition ou à travers l'association des éditeurs de Tahiti et l'ensemble des structures éditoriales pour tenter de valoriser justement le travail. Là, je parle de labeur. Que produisent les écrivains, qu'ils soient auteurs de romans, de fiction ou d'autres projets, comme par exemple Moeari pourra en parler très bien, un ouvrage pratique, documentaire. Dans son cas, ça a été 10 ans, presque 15 ans de documentation. Donc tout ça, ce n'est pas quantifié, ce n'est pas rétribué comme travail, mais pourtant c'est substantiel. Donc voilà, c'est une piste de réponse pas forcément très encourageante, mais en même temps factuelle. Voilà la réalité. En gros, si on veut faire fortune, il ne faut pas se lancer dans l'écriture, quoi. On va démystifier tout de suite, c'est 8% les droits d'auteur. C'est 8%. Les informations sont publiques, en tout cas en moyenne. Et ça sont des infos qu'on peut retrouver sur des plateformes comme le Centre national du livre, le Syndicat national de l'édition. Christian va venir tout de suite rectifier les erreurs, mais voilà, c'est pas des montants exubérants. Il faut avoir ça aussi en tête, que c'est évidemment pas quelque chose de forcément rémunérateur, sauf si on est dans le top 10 des ventes nationales, mais ça c'est encore un autre challenge. Voilà. Oui, je vais juste rajouter que c'est une réalité du secteur. C'est-à-dire que tant les auteurs ne sont pas riches, tant les éditeurs non plus. Hein. Ni les libraires, on le saurait. Si les libraires, il y a quelques libraires qui s'en sortent, la plupart des libraires. Donc après, faut pas être trompeur sur ce chiffre de 8%. Que ce soit 8 ou 35% du libraire, ça ne suffit pas pour équilibrer non plus. Donc et effectivement, il y a le top 10. Et là, tout le monde est content. Le libraire, le diffuseur, l'éditeur, l'auteur. Mais voilà, c'est un secteur qui est compliqué. Tadam! Donc en fait, on est tous là parce qu'on adore ce qu'on fait. C'est exactement ça. Yaurana, j'aimerais savoir quelle est l'importance du compromis. Là, je m'adresse plutôt en fait à l'auteur. L'importance du compromis lorsqu'on fait un travail d'édition. Est-ce qu'on a l'impression de perdre une partie de son âme ou de la créativité que l'on a mis dans son œuvre avant qu'elle ne passe entre les mains d'une équipe d'édition? Alors, dans mon cas,
qui est restreint parce que c'est sur un seul roman. J'ai pas du tout pris ça pour une compromission ou quelque chose comme ça. J'ai plutôt pris ça pour une amélioration en fait. J'ai pas eu l'impression que c'était des choses déjà essentielles. On n'a pas touché à l'essentiel du texte. Et c'était que des choses qui me semblaient améliorer le texte et visaient à le rendre meilleur. Donc je me suis pas senti frustré ou il n'y a eu aucun sentiment comme ça, absolument pas. Même lorsqu'on envisage une fin différente de celle qui était initialement prévue? Oui, parce que la fin qui m'a été suggérée, enfin sur laquelle on a travaillé ensemble, permettait d'ouvrir d'autres horizons. Donc je trouvais ça certainement mieux que la fin complètement fermée que j'avais rédigée en premier. Donc c'était encore une fois dans le sens de l'amélioration du texte et pas autre chose. Donc, alors peut-être que ça m'arrivera un jour, hein, cette frustration, mais pour l'instant je ne l'ai pas du tout ressenti, absolument pas. D'accord. Juste pour compléter, je précise que Franck a été super docile. Enfin, ça s'est vraiment bien passé. Effectivement, il n'a jamais rien contesté. Et on en parlait plus tôt. Je lui disais, mais c'est aussi possible de contester. C'est-à-dire que nous, les préconisations qu'on suggère ne sont que des préconisations suggérées. Ça se limite à ça. Et c'est l'auteur qui reste vraiment maître de tous les choix qui vont faire l'objet des, entre guillemets, ajustements. Donc, nous, on est vraiment là, non pas pour imposer quoi que ce soit, mais que pour partager un sentiment, soit purement relatif à l'editing concernant le corps du texte, soit aussi sur un retour d'expérience. Quelque chose dont on parlait plutôt avec Franck, qui a fait l'objet d'un travail et d'une toute première remarque qu'on lui avait soulignée sur Les Enchaînés, c'était aussi par rapport à certains moments, certains passages très précis dans le texte où intervenaient des protagonistes kanaks. Donc il faut recontextualiser, évidemment, on est milieu 19e siècle, dans un univers bagnard, avec des interventions indigènes kanaks, qui étaient des milices de répression dans le contexte. Et nous, en tant qu'éditeurs et aussi habitués à publier des textes océaniens et pour certains calédoniens, il nous a paru important à un moment donné de prendre en considération la manière dont certains propos pourraient être accueillis par certains lecteurs, en particulier kanaks, de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et ça, en parlant avec Franck, c'est pas quelque chose qui pour lui avait jamais paru ni flagrant dans le texte, ni même à prendre en considération, parce que lui était tout à fait lancé dans sa cohérence narrative et fictionnelle. Et donc il s'agissait pas de dénaturer son propos ni la teneur de quoi que ce soit, mais peut-être de juste poser un jalon sur cet aspect-là de certains passages, et ensuite à lui de se positionner. Et je pense qu'il a oui, j'ai toujours eu la latitude d'avoir déjà le dernier choix. Et puis j'ai vraiment le sentiment que c'est très très compliqué de se juger soi-même. Donc avoir un avis extérieur, et surtout celui d'un professionnel, c'est super important. Et à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait travailler ensemble, il me semblait évident que je donnais toute confiance à Lucille, que son travail s'était fait pour améliorer le texte et pas pour autre chose. Donc ça m'a jamais posé de problème, non, vraiment. Mais je voudrais rajouter un tout petit truc. Les mots, forcément, sont importants dans le monde de l'édition. Et compromis, quelque part, ça voudrait dire qu'il y a un conflit et qu'on cherche, alors que c'est vraiment pas la relation qu'on souhaite entre un éditeur et un auteur. On est plutôt dans une relation symbiotique, partenariat. Mais l'idée, c'est pas j'ai raison, t'as tort, ou mais non, je te dis que. Voilà, donc le compromis, à la limite, c'est un terme qui n'est pas adapté. Moi, je crois que oui, la symbiose, le partenariat sont des choses intellectuelles, mais sont des choses qui sont, à mon avis, plus dans le bien. Ah ok, non, mais j'explique simplement. Je pense que c'est une notion importante. C'est quelque chose qui se construit ensemble et pas en opposition. Et puis surtout, l'idée amorcée en fait dès le tout premier contact qu'on a avec un premier tapuscrit qu'on ne publiera pas en fin de compte. Ensuite, Les Enchaînés, effectivement, qu'on publie parce qu'on travaille et que ça se passe très bien et que c'est agréable en plus.
et que 2 ans plus tard, on a la chance de se rencontrer en vrai à l'occasion de ce salon du livre. L'idée derrière, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance parce que il est clair que pour nous, et je l'espère comme pour Franck, l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas qu'aux enchaînés, qu'il y ait une suite aux enchaînés, qu'il y ait une suite à la démarche d'écriture, qu'il y ait d'autres textes et que Franck aussi poursuive sa démarche et qu'elle s'enrichira très certainement. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'arriver à cet équilibre harmonieux pour permettre une pérennité des rapports dans le temps. Voilà, avec, et là, ça c'est tout le challenge de la suite, avec évidemment toujours du travail, en dehors du travail. Voilà. Je crois que c'est très important ce que vient de dire Lulu. Et il y a une autre donnée, et là on verse plus sur le volet économique, c'est que une relation auteur-éditeur, elle est faite pour durer, Lulu vient de le dire très intelligemment, mais il y a aussi une donnée économique, c'est-à-dire que les moyens qui sont mis en place pour la promotion d'un auteur, a fortiori d'un auteur d'un premier roman, c'est quelque chose qui ne peut s'amortir en termes économiques que dans le temps. Et qu'on sait tous des maisons d'édition qui sont construites grâce à un auteur. Une évidence, c'est Viviane Ami. Viviane Ami que tout le monde connaît parce que c'était l'éditeur de Fred Vargas. Le jour où Fred Vargas est parti, Viviane Ami, la maison est tombée en redressement. Et ils se sont construits dans le temps, et ils se sont très bien construits, et ils ont eu la chance d'avoir Fred Vargas, qui est une auteure extraordinaire, mais qui a porté la maison. Et le cas de c'est Musso, je crois, qui change d'éditeur il y a 2 ans, son ancienne maison, ils sont en train de battre de l'aile, quoi. Et c'est une relation qui s'est construite dans le temps, et puis peut-être qu'un jour, il y a eu une nécessité de compromis ou un début de conflit, et voilà. Donc il y a aussi cette notion économique dans le temps qui est très importante, au-delà même du texte. C'est que c'est pas simple, surtout pour un premier roman, donc a priori un auteur inconnu. Effectivement, c'était une façon dont on pouvait comprendre cette fin avec une... Mais ça peut être un autre roman, ça pourrait être quelque chose de très différent. C'est pas forcément Les Enchaînés qui va durer indéfiniment. Ça peut être un autre roman, mais c'est là où on parle plus du texte, mais d'un auteur. Et c'est une autre réalité. Du coup, il reste 4 minutes, à moins d'avoir une autre question. Je pense qu'on peut laisser nos intervenants conclure. C'est bon ? Moi, je vous propose de conclure assez rapidement. Déjà, un grand merci à vous deux. Je pense que votre expérience vraiment concrète a permis un peu d'ouvrir les yeux sur une démarche qui s'est bien passée d'édition, qui a connu du succès. Il en ressort quand même pas mal de valeurs importantes pour se frotter à l'édition d'un premier roman. On sent que il faut être persévérant. Ça, je crois que les gens qui s'adonnent à l'exercice de soumettre leur texte l'ont bien compris. Il faut qu'ils l'acceptent. Et puis, une forme d'humilité aussi qui peut être assez bonne à avoir pour justement prendre les commentaires d'un professionnel. Je crois que tu l'as très bien dit, de dire, toi, tu es arrivé sur la pointe des pieds avec admiration. Oui, puis quand on est un lecteur, sincèrement, qui se lance dans l'écriture d'un livre, quand on a beaucoup lu, c'est compliqué de prendre la grosse tête avec tout ce qui s'est passé avant nous, quoi. Vraiment, on n'est pas du tout, enfin moi j'étais pas, et je pense que la plupart des auteurs sont dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le j'arrive et je vais révolutionner le truc. On arrive sur la pointe des pieds et on fait du mieux qu'on peut, quoi. Et ça vaut pareil pour l'éditeur, très clairement. Très bien, donc je vous laisse, si vous souhaitez rajouter quelque chose à cet échange, mais sinon un grand merci. Moi je voulais remercier tout le monde, tous les gens qui nous ont écoutés, et en profiter pour remercier le Vent des Îles, parce que je vis une expérience qui est super, qui est à tous les niveaux, qui est hyper enrichissante, et je vous remercie pour ça. Merci. Grand merci, au revoir, et puis continuez d'écrire ou commencez. Oui, c'est ça le mot de la fin. Oui, achetez le livre au Vent des Îles, juste à côté, vous avez encore le temps. Une voix dans l'oreillette vous demande d'acheter des livres, il y en a encore. Merci beaucoup. Oui, Franck les a ramenés de France dans ses valises. Merci. Allez, merci à tous. Donc voilà, et on va finir en beauté, de toute façon, avec la prochaine intervention, donc la revue 25 de Litera Maori. Donc il va y avoir, pareil, quelques petites mises au point sur l'organisation des chaises devant, mais aussi des caméras, puisque voilà, il y a encore un enregistrement.
un enregistrement qui sera diffusé plus tard, puisque là c'est un enregistrement et pas un live.